Bonjour à tous, bienvenue dans Business Models, l'émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. Heureux de vous retrouver après cette période estivale. Alors vous le savez, quand on crée une entreprise, l'une des clés de la réussite, c'est la vente. Sans clients, son entreprise ne va pas très loin. Certains ont même décidé d'en faire leur propre entreprise. On en parle dans Business Models. Quand je dis certains, je devrais dire certaines. Bonjour Lara. Bonjour Thomas. Bienvenue dans Business Models. Merci d'avoir accepté cette invitation. On va parler avec vous de Cara.ai. Peut-être en un mot le pitch pour commencer. Cara.ai, c'est une solution pour les équipes commerciales qui permet de pouvoir visualiser l'état de notre équipe commerciale, est-ce qu'elle atteint ses objectifs ou pas, et pouvoir transformer les managers en des vrais coachs commerciaux. On va reparler bien sûr de cette aventure entrepreneuriale et de tout votre parcours, mais on commence souvent cette émission avec un petit point sur l'actualité. L'actualité des commerciaux ces derniers mois, c'était le télétravail. Oui. Ça change beaucoup de choses, j'imagine. Cette dernière année même. Oui. Oui, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses en interne pour les entreprises qui étaient habituées à avoir leur équipe commerciale ensemble, qui avaient des commerciaux qui bougeaient parfois, qui allaient chez les clients et donc qui étaient mobiles, qui rencontraient les gens en personne. La vente, quand même, c'est un métier très humain. En un métier où on est statique derrière un ordinateur et on doit pouvoir approcher nos prospects, pouvoir mener à bien des deals. Comment est-ce qu'on voit à distance maintenant? Enfin, ça a changé quoi? Donc il y a eu une période pendant le Covid et les confinements, et puis maintenant. Donc c'est deux périodes un peu différentes. Pendant le confinement, déjà il y a pas mal de commerciaux qui étaient en chômage technique, mais aussi qui ont pris le temps, pour le coup, d'appeler leurs prospects, leurs clients, et d'avoir des conversations un peu différentes, qui tournaient plus autour de l'actualité d'être confiné, et qui étaient très humaines et chaleureuses finalement, plus autour de « je vais t'écouter et raconte-moi un peu comment ça va toi », et qui a créé des liens vraiment, ça fait descendre un peu la pression entre commercial-prospect, mais plus nous sommes des personnes, peut-être que je vais rien te vendre, mais discutons. Donc je trouve que ça a été un des avantages en fait de la relation client-commercial. Et maintenant, on est beaucoup en visio. C'est une façon différente de vendre. Je pense que ça oblige à être plus pointilleux, à avoir un vrai process, parce qu'on peut moins miser sur la relation humaine et son charisme, par exemple, si on en a. Et là, on doit s'intéresser vraiment à ce que fait la personne, poser des vraies questions et creuser un peu plus. On peut tout vendre à distance? Ou est-ce qu'il y a des secteurs d'activité? Vous travaillez avec plusieurs entreprises diverses et variées. Est-ce que vous voyez des boîtes qui souffrent plus finalement de cette vente à distance? Oui et non, parce qu'en fait, celles qui en souffraient, elles ont été obligées de se réinventer, et du coup peut-être par exemple, je sais pas, dans le retail, de vendre sur Internet, de vendre différemment, de comprendre Internet, de comprendre plus les réseaux sociaux. Tout le monde a été obligé de comprendre plus les réseaux sociaux malgré tout, parce que c'est là qu'on pouvait communiquer autrement. Oui, bien sûr. Et aussi pour faire du business développement, donc d'utiliser LinkedIn, etc. Donc non, je dirais que ça a obligé certains types de boîtes à se réinventer. Je pense que les secteurs où c'est un peu difficile, c'est l'industrie. Parce que l'industrie, moi, c'est un secteur que j'adore. Mais typiquement, même avant, les gens qui travaillent dans des usines, par exemple, ne sont pas tous sur LinkedIn. Et donc, on allait les voir dans les usines physiquement et on parlait de quel projet on peut mettre en place. Donc, je dirais que c'est plus l'industrie qui est compliquée, je pense. Autre actualité qui a retenu votre attention ces derniers mois, ces dernières semaines, est-ce qu'il y en a? On peut parler c'était pas ces dernières semaines, mais on peut parler de Salesforce qui a racheté Slack. En quoi c'est un mouvement important? C'est justement cette fusion avec les réseaux sociaux qui est emblématique, hein? Oui, déjà c'est le prix de la transaction. Combien vous l'avez en tête, hein? C'est plusieurs milliards. Ouais.
Mais donc ça, c'est quand même aussi une information super intéressante. C'est intéressant aussi de savoir l'histoire de Slack. Ils ont commencé en faisant un jeu vidéo. Ils se sont rendus compte que ce que préféraient les gens dans le jeu vidéo, c'était l'espace pour chatter. Et ils en ont fait un produit. Donc je trouve que l'histoire est quand même super intéressante. Et aussi, c'est intéressant sur la manière dont avance Salesforce, en fait. À la base, c'est un CRM. Mais alors un CRM, il faut peut-être oui. faire un petit arrêt sur le CRM, une petite parenthèse. Le Customer Relationship Management, c'est ce qui sert à gérer ses ventes, ses commerciaux. Exactement. C'est un endroit où on peut voir qui sont nos prospects, qui sont nos clients, où est-ce qu'on en est dans la conversation. Et c'est un outil vraiment de gestion de la relation avec les clients. Et donc Slack, Salesforce. Salesforce, qui est un spécialiste du CRM, décide d'adjoindre Slack de racheter Slack, parce qu'ils se rendent compte que finalement, c'est peut-être aussi cette fonctionnalité de partage, d'échange qui va prendre de plus en plus d'importance dans nos vies. Oui, alors déjà, Salesforce, c'est pas la première fois qu'ils rachètent une entreprise, ils en ont racheté plein. C'est super intéressant de voir qu'ils ont commencé par le CRM. Mais en fait, la vraie force de Salesforce, déjà, c'est que au-delà d'être un CRM, il y a l'outil de base, c'est surtout qu'il y a un App Store comme l'App Store d'Apple, mais où on peut aller plugger des fonctionnalités depuis cet App Store. Donc ça a créé énormément d'activités, parce qu'il y a plein de gens qui sont mis à développer des choses qui vont se plugger à Salesforce. C'est ce qu'on appelle un écosystème et qui permet d'enrichir finalement son propre service. Ça, c'est le génie de Salesforce. Et puis après, oui, de racheter une entreprise comme Slack, c'est un signal fort déjà pour... parce que le Slack, la particularité aussi, c'est le go-to-market. C'est que souvent, ça vient des employés qui poussent, ça s'appelle du bottom-up, pour avoir Slack. Là où une solution comme Salesforce, c'est du top-down, donc c'est le management qui pousse pour avoir. Donc là, on a ces deux façons de vendre. Ah ouais. Là, on est. On ne peut pas y échapper. Bon, on va s'intéresser à ce marché au-delà de Salesforce, le marché du SaaS et qui est le vôtre aussi. Donc le CRM, les réseaux sociaux, le SaaS, c'est un peu votre univers. Le SaaS, c'est Subscription as a Service, c'est-à-dire des nouveaux modèles en fait, finalement d'entreprises qui émergent où on s'abonne à un service. Il y a une époque, on a acheté un logiciel, par exemple Office, on l'installait sur son ordinateur. Maintenant, c'est un abonnement mensuel. Oui, ça change quoi ça ? Alors, ça change plusieurs choses. Déjà, ça change la relation avec l'utilisateur. Ça oblige à avoir un produit qui est en constante évolution et amélioration, parce que potentiellement, notre client, il peut s'en aller, en fait, si le produit n'est pas bon, parce que c'est un abonnement. Il y a d'autres modèles, d'ailleurs, qui arrivent. Là, c'est l'abonnement, mais il y a beaucoup d'entreprises là qui commencent à se mettre aussi sur la consommation. Donc ça va être un modèle super intéressant. C'est-à-dire que je paye en fonction de ce que je consomme. Ouais, ça va être super intéressant. Ça émerge. Ouais, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à s'y mettre. Il y a une partie de Microsoft qui commence à faire ça. J'ai parlé avec Databricks aussi. Donc, il y a plein d'entreprises qui vont se mettre sur ce modèle-là. C'est intéressant. Oui, donc ça, c'est si vous voulez. C'est la prochaine vague. C'est bien. Ouais, on essaye d'être en avance de phase. Donc, ce qui arrive, c'est la consommation et c'est très intéressant. C'est aussi une relation où le client prend un peu le lead, en fait. Parce qu'il y a tellement de choix qu'il faut être bon et ça oblige tout le monde à être meilleur. Donc pour moi, le SaaS, déjà, ça fait ça. C'est-à-dire que le fait qu'on s'abonne, ça nous oblige à avoir un produit qui marche, qui est bon et qui évolue en permanence. Parce qu'il y a le choix, en fait. Mais on a l'impression que notre vie maintenant tourne qu'autour des abonnements. On a son téléphone, on a Netflix. Dans son entreprise, on doit payer pour avoir en effet des logiciels de façon mensuelle. C'est aussi parce que c'est un super modèle pour les entreprises. Ça permet d'anticiper un petit peu les flux d'argent qui vont rentrer. Exactement. Après, ce qui est intéressant de voir aussi dans ce que ça change, c'est que avec le système de SaaS, maintenant, même pour la valorisation des entreprises, au lieu de regarder la rentabilité d'une entreprise, on va regarder à quel point elle grandit et vite. Donc, c'est plutôt, on regarde plus combien il y a de nouveaux abonnés chaque mois, plus que est-ce que je suis rentable ou pas. Donc, c'est quand même intéressant.
même socialement ou au niveau des entreprises. Ouais. Et vous, justement, pour s'arrêter sur le SaaS et le paiement à l'usage, vous avez tranché? Pour l'instant, on est en modèle SaaS, mais aussi ça rejoint, parce que vous disiez il y a plus de SaaS et plus d'abonnements, mais je pense que c'est très relié à la société qui veut de toujours plus de liberté. Je pense que tout ce qu'on fait, c'est à la recherche de plus de liberté en permanence. Donc, on s'abonne, on est engagé pendant un an où on achète un produit, je paye tous les mois, tiens, je consomme, je paye, je consomme pas, je paye pas. Donc, je pense qu'on va toujours vers plus de liberté, en fait, surtout. Bon, on va voir aussi cette liberté qui vous guide dans le développement de cette entreprise en découvrant ce que fait Cara.ai. Alors Cara.ai, on l'a expliqué, hein, c'est une couche qui vient justement au-dessus des CRM pour mieux piloter ses forces de vente. Justement, vous parlez de liberté, c'est ça qui a guidé la naissance de Cara.ai. C'était ce goût de la liberté qui vous a donné envie d'entreprendre? Oui, clairement. C'est un mix entre plusieurs choses, évidemment. Se sentir prêt, bien connaître la problématique qu'on veut résoudre. Moi, en l'occurrence, je me plaignais tout le temps de la relation entre les sales et leur manager. Ou moi, qui étais manager il y a longtemps, ou en tant que sales avec mon manager, je pense qu'il y a un moment où on se dit, OK, est-ce que je continue à me plaindre? Est-ce que j'accepte? Ou est-ce que j'essaye de changer les choses? Changer le monde. Exactement. Et dans mon cas, c'est surtout ça qui a guidé, en fait. Je me disais, mais déjà, j'ai connu beaucoup d'entrepreneurs. C'est ça qui m'a donné envie d'entreprendre, c'est de savoir que c'était possible et que c'était à ma portée. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont aidé et je les en remercie d'ailleurs. C'était aussi dire, arrête de te plaindre en fait. Qu'est-ce qui ne marche pas dans la relation entre un commercial et son responsable? Il y a plusieurs choses. En fait, déjà, parfois, ça marche. Heureusement, d'ailleurs. En fait, souvent, les managers de commerciaux, c'est des anciens super sales. Et il n'y a aucun moment où on les a accompagnés pour les former pour devenir des super managers. Donc ça, c'est vrai dans beaucoup de postes à responsabilité. Souvent, vous êtes un bon technicien et puis, comme vous êtes un bon technicien, vous êtes promu responsable de tous les autres techniciens, quelle que soit la technique. Hein. Et c'est pas parce que vous êtes bon technicien que vous êtes bon manager et ça crée parfois des problèmes. Parce que justement, comme vous êtes le meilleur, vous avez tendance à vous dire que les autres ne sont pas au niveau. Exact. Ça c'est vrai dans plein de métiers. Mais moi, le secteur, le métier qui m'a impressionné en fait, c'est les développeurs. Et les développeurs, j'ai très rarement vu des problèmes de friction avec le management. Et c'est comme ça en fait qu'est venue l'idée de Cara. C'est que je me suis dit waouh, ils sont super bien organisés. Comment ils s'organisent comme ça pour qu'il n'y ait jamais de friction? Et en fait, j'ai étudié la question. Ils travaillent en agile. Ils utilisent souvent un outil qui s'appelle Jira, mais il y en a d'autres. C'est du management par le process, en fait. N'importe qui, évidemment, il y a des CTO qui sont meilleurs que d'autres, qui inspirent plus que d'autres, etc. Mais malgré tout, un bon dev pourrait gérer une équipe de dev et ça fonctionnerait plutôt pas mal. C'est ça la clé, c'est le process, c'est le mot-clé. C'est-à-dire, vous avez dit, je vais décomposer finalement tous les process de vente pour faire des tableaux de bord qui vont aider à mieux piloter ces commerciaux? En fait, le management par le process, je pense que c'est la façon la plus saine de manager les sales, c'est-à-dire avoir des règles qui sont claires, qui sont exposées à l'arrivée de la personne, déjà qui sont comprises, donc des objectifs clairs, des règles claires de ce qui est attendu de la personne. Donc en fait, ça va permettre de suivre le sales et de toujours se référer au process. Qui peut évoluer, qui n'est pas figé dans le temps, mais ça laisse beaucoup d'espace aussi pour avoir une forme d'humanité. C'est-à-dire, le process est vraiment la loi, qu'est-ce qu'on attend de toi, quel est le plan d'action, etc., etc. Et après, ça laisse beaucoup de place pour avoir justement une forme d'humanité qui, moi, je trouve qui manquait, parce que comme il n'y avait pas de process, ou peu de process, il y avait beaucoup de stress, et beaucoup de stress, ça fait beaucoup de friction, et beaucoup de friction, ça fait beaucoup de problèmes, en fait. Oui, parce que traditionnellement, un commercial, on lui dit, voilà ton objectif, on se fiche de la façon dont tu l'atteins, mais c'est soit en jouant au golf, soit en appelant toute la journée, mais c'est ça ton objectif, c'était que les chiffres qui comptaient? Déjà, je pense qu'il y a de moins en moins de sales qui jouent au golf, mais ça dépend sûrement des métiers et des clients. Oui, en fait, c'est surtout maintenant. C'est pas toujours on s'en fiche. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui sont quand même processées.
Mais le truc, c'est plutôt, on va regarder en fin de quarter ou en fin d'année, est-ce que tu as fait ton résultat? Et sur qu'est-ce qui se passe pendant le quarter? Alors, on va se voir une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, on va papoter. Les notes sont prises sur un cahier, parfois dans un Excel ou un Google Sheet, mais maintenant dans des Notion. Mais le manager n'a pas un impact énorme sur la trajectoire du sales, en fait. Et parce qu'il y a un manque de visibilité sur ce qui se passe vraiment. Parce que la seule source de vérité, en fait, c'est le CRM. Et l'agenda, si on regarde aussi les meetings de la personne. Mais souvent, déjà, il y a des infos qui manquent dans le CRM. C'est quand même un gros problème. Et le CRM, c'est pas un outil de base qui est fait pour manager des gens. Mais c'est le seul outil dont on se sert pour manager des gens. Et ça, c'est le problème, en fait. Bon, c'est comme ça qu'est né Cara.ai. Ceux qui ont des problématiques commerciales peuvent aller sur ce site pour en savoir plus. Vous êtes les bienvenus. Voilà. On va s'intéresser maintenant, Lara, à votre parcours. D'ailleurs, Lara, Cara, c'est pas très éloigné, les deux noms. Non, et beaucoup de gens m'appellent Cara maintenant. K-A-R-A. C'est un bel hommage. C'est K-A-R-A.ai. Oui et non. Enfin, en tout cas, c'est pas pour ça que ça s'appelle Cara. C'est parce que c'est une super-héros. Et c'est Supergirl qui est la cousine de Kal-El. Kal-El qui est Superman. Et elle est trop forte et elle a sauvé le monde. Et j'aimais bien ce personnage, donc c'est pour ça que ça s'appelle Cara.ai. Mais ce n'est pas Lara. Mais vous êtes aussi une Supergirl. Une entrepreneur. C'est pas facile, sans tomber dans les clichés, mais c'est quand même pas si facile que ça d'entreprendre quand on est une jeune femme. Ça semble, d'ailleurs, les chiffres le montrent, là encore une fois, il y en a moins que d'hommes. En fait, je pense que dans la vie, rien n'est facile et il y a toujours des aspects positifs ou difficiles et des aspects avantageux. Qu'on soit très riche ou très pauvre, il y a toujours un pendant à ça, en fait. Qu'on ait une très grande maison ou une toute petite maison, il y a toujours une grande maison, il faut s'en occuper, il y a plein de problèmes. Une petite maison, on n'a pas de place. Donc, c'est la même chose pour tout. Et donc, ça, dans l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Donc, d'être une femme et le fait qu'on ne soit que 10% dans la tech et 2% qui montent des entreprises et que 2% qui montent des fonds, qui lèvent des fonds, pardon. Évidemment que ça a un impact. Enfin, en tout cas, il faut savoir pourquoi, il faut s'intéresser au pourquoi du comment. Mais ça a des avantages et des inconvénients. C'est pas un désavantage. Si on s'arrête sur la façon dont vous avez fait les choses et qu'est-ce que vous avez surmonté comme barrière, qu'elle soit psychologique ou autre. Donc, déjà, j'ai de la chance d'avoir une expérience longue avant, c'est-à-dire que j'ai travaillé pendant 12 ans avant en tant que commercial et en tant que manager. Le fait d'avoir été commercial dans la tech pendant si longtemps, j'ai commencé en vendant du hardware, je suis devenue chasseur de tête dans la tech, chasser des profils data scientist, je suis rentrée dans des entreprises de soft et je les ai aidés à vendre leurs produits. Déjà, beaucoup de chance d'être déjà passée par là, parce que ça fait très 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 longtemps, même il y a très longtemps, je travaillais pour un artiste que j'adore, Michel Audiard, et qui déjà travaillait dans les cercles de pouvoir et vendait ses sculptures et ses bijoux et ses stylos à des princes, des princesses, mais surtout des chefs d'État, etc. Donc, beaucoup de chance d'avoir été confrontée très jeune et très tôt au fait que j'étais la plus jeune et une femme. Où j'avais toujours l'air d'être la plus jeune, en tout cas, et d'être une femme. Ce qui parfois pose problème dans une salle de réunion où, j'imagine, on a dû parfois vous demander d'aller servir le café. Ça pose... En fait, on peut le voir encore une fois, tout comme un problème ou comme une opportunité. Peut-être que moi, je suis extrêmement positive, mais je vois tout comme une opportunité. Donc, typiquement, ça m'a obligée à analyser la question, dire, OK, là, naturellement, ils ne vont pas te faire confiance ou ils vont te prendre pour une gamine. OK, est-ce que c'est grave? Non. Qu'est-ce que c'est ton intérêt? Ton intérêt, c'est de faire le deal et de prendre la commission. Ça, c'est ton intérêt. Ou de faire rayonner ton entreprise. Ça, c'est ton intérêt. OK. Donc, quand on connaît son intérêt et son objectif, moi, mon objectif, c'était pas du tout de briller ou d'être vue comme la personne la plus intelligente dans la pièce ou qui a le plus de savoir. Ce n'était pas mon but. Donc, c'était une magnifique opportunité parce que ça m'a obligée à travailler en équipe avec plein d'hommes. Donc, j'ai toujours sorti, surtout quand on fait des gros deals, la carte. Tiens, je vais te présenter à mon CEO. Tiens, je vais te présenter, c'est un super data scientist, c'est un super techos.
en fait, ça m'a obligée à devenir une espèce de chef d'orchestre dans l'ombre. Et c'était tout à fait OK pour moi. C'est-à-dire que si je dois faire le café, je fais le café. Moi, l'important, c'est qu'à la fin, j'ai ma commission. Si pour avoir ma commission, ça veut dire qu'il faut sortir Jean-Michel à un moment, Jean-Jacques à un moment, Karim à un moment, je le fais. Jean-Paul. Tous les gens. Bon, hommage à Belmondo. Un Ouais. petit clin d'œil. Non, au-delà de ça, il faut oser aussi entreprendre parce que, et ça vous l'avez analysé aussi, une jeune femme n'est pas forcément programmée pour aller vers cette prise de risque. Ouais, la prise de risque, c'est un sujet super intéressant. Il y a c'est pas que les jeunes femmes, c'est aussi, ça dépend du milieu duquel on vient, qu'on soit un homme ou une femme. Plus, après, d'autres choses. Ça peut être son genre, ça peut être son origine ethnique. Il y a d'autres facteurs. Mais restons juste sur les femmes Ouais. qui sont... et encore une fois, l'idée, c'est pas de tomber dans des clichés, mais qui sont plus élevées à s'occuper des autres, Ouais. finalement, dans cet esprit, et pas forcément à prendre la lumière ou à prendre les responsabilités ou à être poussées... Exact. C'est vrai que... Enfin, on a vu majoritairement plus nos mamans s'occuper de nous quand nous étions enfants. C'est en train de changer, donc c'est génial. Mais je veux dire, jusqu'à il n'y a pas longtemps, quand même, c'était comme ça. Et c'est encore dans la société les femmes qui s'occupent des parents, des enfants, de un peu tout le monde. Donc, le problème avec ça, c'est pas vraiment un problème en fait, mais c'est que ça laisse beaucoup moins d'espace pour créer. En fait, pour créer, pour entreprendre, pour être une artiste, pour écrire un bouquin, donc pour entreprendre, il faut de l'espace, il faut du temps. Il faut du temps pour réfléchir, il faut du temps pour divaguer et revenir et en faire quelque chose de concret. Et quand on va au boulot et puis qu'on revient et puis qu'on s'occupe de la maison et qu'on s'occupe des enfants, etc., en fait, on a très peu de temps. Le problème, c'est le temps et l'énergie. C'est pour ça qu'il y a moins de femmes, je pense, qui entreprennent. Parce qu'il faut régler ce problème de temps. Et comment on le dépense. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, des jeunes femmes que je connais, qui n'ont pas d'enfants, mais qui vont s'occuper de leurs parents, qui prennent en charge leurs parents, ou des grands-parents. Il y a des frères et sœurs. Il y a plein de... en fait, il y a toujours d'autres gens dont il faut s'occuper. Et le fait de bousculer aussi un peu, de s'affirmer, c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre. Et lutter peut-être contre son éducation ou son tempérament. Oui. En fait, ce qui est super intéressant à apprendre, je trouve, c'est apprendre à dire non et à délimiter un espace-temps autour de nous. Je pense que ça, pour moi, c'est ce qui a été le plus dur à faire. En fait, apprendre à mettre des limites, j'ai dû vraiment l'apprendre et c'était pas du tout inné. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je me faisais bouffer, donc j'étais énervée, donc je devenais énervante et j'étais pas du tout agréable à mon entourage. Et en fait, j'avais juste besoin d'espace et je savais pas du tout comment le dire. Et vous avez trouvé, alors, celles qui nous écoutent, et même ceux d'ailleurs, comment est-ce qu'on crée son espace, sa bulle? Je pense qu'il faut juste prendre un peu de temps et être patient, pas se dire du jour au lendemain, je vais dire merde à tout le monde. Enfin, on peut le faire, mais je trouve que c'est peut-être un peu violent, mais peut-être juste à des moments de se dire là, je sens qu'en fait la moutarde monte au nez, je suis énervée. Et commencer juste à prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps, parce que notre corps, c'est le meilleur indicateur. Et dire, ok, là, en fait, si je me sens pas bien, de quoi j'ai vraiment besoin? Et ça arrive petit à petit. Donc, la première chose, je dirais que c'est la prise de conscience de qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je me sens comme ça? Ok. Et commencer à se poser. J'adore. Posez-vous pourquoi. Attends, pourquoi je suis énervée? Ah oui, mais pourquoi? Et souvent, on arrive déjà à détricoter le truc. Et ensuite, il y a aussi qu'est-ce qu'on se dit à soi-même. Ça, c'est une deuxième chose. C'est qu'il y avait apprendre à dire non, à mettre son espace. Donc déjà, on se demande de quoi on a besoin. Quand on sait de quoi on a besoin, commencer à l'exprimer. Et ça va prendre un peu de temps pour que tout le monde comprenne, parce que ça change beaucoup la dynamique dans la famille, etc. Ou dans l'entreprise. Et après, se dire, qu'est-ce que je me dis à moi-même? Si je passe mon temps dans ma tête, me dire, de toute façon, je suis trop nulle, de toute façon, je vais pas y arriver, de toute façon, si je parle, ils vont me prendre pour une débile. De toute façon, à chaque fois que je dis un truc, en fait, ils regardent que mes fesses, parce que c'est un fait. Qu'est-ce qu'on se dit?
et se dire, OK, j'ai cette phrase dans la tête, comment je peux la transformer en un truc positif? Sinon, on s'en sort pas. Donc en fait, je dirais que ça part de soi-même, même si on peut attendre de la société qui bouge tout un tas de choses, ça part de soi-même, créer une force en soi-même et commencer à être sa propre défonceuse, quoi. Se changer soi-même pour changer le monde. Oui. C'est une belle leçon et on a votre prochaine entreprise, quand vous aurez fait un succès avec Cara.ai, ce sera comment coacher toutes celles et tous ceux qui veulent entreprendre parce qu'on sent que c'est un vrai sujet qui vous anime. Merci en tout cas Lara d'avoir répondu à cette invitation. On pourrait parler des heures de ce beau sujet et puis on vous souhaite bon vent pour la suite. Vous viendrez nous raconter les prochains épisodes. Avec plaisir, merci. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.